Aujourd'hui, on va parler de The Killer, le nouveau film de Fincher qui a beaucoup divisé. Ah bah tiens Arnaud, on est sur toi, comment ça va et combien tu l'as noté sur 5? Moi, sur 5, j'ai franchement bien aimé quand même. Et j'aime pas de mettre des notes parfaites. Et j'aime pas mettre des demi-notes, donc on va dire 4 sur 5. 4 sur 5, et pour toi Floris? 3,5 sur 5. 3 et Parce que demi. moi, ça me va de mettre des demi-notes quand on me demande de noter sur 5. Écoute, c'est marrant parce que c'est exactement la même note que j'ai mis. Alors pourquoi? Donc c'est un film qui divise pas en fait. C'est un film qui nous a visiblement pas divisé, mais pourquoi? On va en parler maintenant parce que c'est spoiler alerte. Spoiler alerte, l'émission qui meurt à la fin. Du coup, ouais, c'est vrai qu'on a dit que ça avait pas vraiment divisé autour de la table. On a peut-être mis à peu près la même note pour des raisons très différentes. Exactement, et c'est ce qu'on va voir, puisqu'en plus on va le spoiler allègrement, c'est le principe de cette émission. Arnaud, c'est toi qui as mis quand même la meilleure note, t'aurais pu peut-être mettre plus, c'est ce que tu me disais hors antenne? Ouais, peut-être. C'est franchement le genre de film que moi j'adore. Alors déjà, j'ai toujours aimé un peu ce genre de film anti-héros, en fait, où le héros est un peu un méchant. Et là, ce que j'ai adoré dans celui-là, c'est qu'il y avait un côté très, comme je disais, très immersif, où je pense que pour m'être posé la question pendant le film, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux sur les gros plans, en fait. Il y a beaucoup de gestes qu'il fait, où on voit, par exemple, quand il va charger son flingue, quand il va ouvrir une porte. T'as l'impression que c'est un peu à la première personne à pas mal d'endroits. Bah alors ça c'est typique de Fincher parce qu'en fait il nous met alors depuis toujours, je sais pas si t'as vu beaucoup de films de Fincher, mais son truc c'est un peu de nous mettre dans la tête de ses héros ou de ses anti-héros, et le gros plan, l'insert même, c'est un truc qu'on va retrouver souvent dans des Seven, notamment ces génériques qui sont très connus pour des inserts. Et d'ailleurs son générique dans The Killer, je sais pas si Floris, toi il t'a marqué ce générique de 2 minutes. Il m'a marqué parce que rien à voir avec le film. Mais oui, on est d'accord. Mais je pense que c'est un peu, c'est pas une vanne, mais en fait, je sais pas, moi ce film m'a surpris, j'avais absolument rien vu dessus, j'avais pas vu la bande-annonce, quoi que ce soit. Pareil. Et je m'attendais un peu à, je sais plus comment c'était pitché sur Netflix, mais thriller en gros. Ouais. Et je m'attendais, j'avais beaucoup aimé Gone Girl, etc. Je m'étais auto-pitché dans ma tête que ça allait être un thriller où je n'allais pas du tout savoir qui était le méchant, etc. Le fait est que on le sait assez rapidement. Ah bah là c'est... Et surtout qu'on est surpris, moi j'ai été surpris, puisque c'est l'histoire de quelqu'un qui rate sa cible. Il passe 10 minutes à nous expliquer à quel point c'est le meilleur du monde et à nous donner des conseils pour au final rater sa cible. Donc pour le coup, je pense par rapport à des gens qui connaissaient un pitch un peu plus élaboré, j'avais tellement pas eu de pitch que j'ai eu cette première surprise là qui était plutôt pas mal, puisqu'effectivement le générique me laissait présager exactement l'inverse, puisque ça fait un peu générique à la Mission Impossible. Mais ultra clippé et tout. Avec des extraits, et on le voit même à un moment donné avec un sac poubelle, genre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment série B de ouf, très mauvais film. Ou façon John Wick, tu vois. Enfin, en tout cas, plus. Façon tu vois. Et il n'y a un pas côté de John du Wick. sac poubelle d'ailleurs dans le film. Ah non, mais non, en mais fait, c'est des comme faux ça. extraits. Ouais. C'est en fait, on te raconte. En fait, ça sert à te créer le personnage comme si c'était une série à la Mission Impossible de The Killer. Et puis, ensuite, on va te raconter ce qui se passe dans sa tête. Mais pour le coup, je m'attendais vraiment. Quand j'ai vu le générique, je me suis dit ne le regarde pas trop parce que ça va te spoiler des moments du film. C'est justement le contraire du générique de Mission Impossible. Oui, exactement. Spoil vraiment le film. Alors que là, c'est l'inverse. On met que des trucs qui sont pas dans le film. Ouais, mais par contre, ça va sur un truc, mais je vais y aller progressivement sur mon interprétation du film, mais ça nous présente le tueur comme une marque. Et c'est vraiment, la marque, c'est quelque chose qui va se retrouver tout au long du film. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait longtemps que j'avais pas vu un film avec autant de placement de produits. Et chez Fincher, qui est un très grand cinéaste, il y a vraiment pas de raison pour que ce soit là sans raison, justement. C'est un peu le truc, c'est que c'est un film où moi je m'attendais à être embarqué dans un thriller. Il se trouve que c'est un film beaucoup plus chiant que prévu. Oui, alors là, oui, clairement. Mais malgré tout intéressant, d'où ma note. Je trouve que c'est ce qui fait la subtilité de ce film, et j'arrive encore pas trop à me positionner parce que je trouve que c'est pas évident d'avoir un vrai avis sur ce film parce qu'en fait il est intéressant, c'est un objet cinématographique, mais il est quand même un peu chiant. Ah mais on est d'accord. C'est pas forcément, il se passe pas des trucs tout le temps. Et les actions qui vont se dérouler sont pas non plus incroyablement dingues en termes de scènes d'action ou de ce qu'on pourrait s'attendre avec ce personnage-là. Ça aurait pu beaucoup plus partir en live. Enfin, ce film, c'est un petit peu un Kill Bill dans le réel, en fait. C'est un film, c'est un revenge film, quoi. Et c'est un gars qui rate sa cible et puis qui va essayer de remonter la pente petit à petit et remonter le fil. Voilà.
il aurait pu se passer un truc à la Tarantino où ça Mais dégénère. bien sûr, et en fait, Et on ça- attend ça tout le long du film, j'ai l'impression. Et, Complètement, ouais. et en plus, en fait, c'est là que Fincher, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que le film est cohérent avec son propos, parce que on suit un personnage. D'ailleurs, on a parlé de la scène d'intro, je veux revenir dessus rapidement, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est le truc, la séquence la plus intéressante du film. Franchement, t'es direct dedans, parce que ton cerveau, il travaille en mode, est-ce que ce que j'entends, c'est vraiment une voix off, ou est-ce que on est dans les pensées du tueur? Et en fait, cette question, elle est répondue très vite, parce que ses pensées sont interrompues, et donc la voix off est Ouais. interrompue, et on se dit, ah, là, on est vraiment dans sa tête. Et en fait, c'est un mec qui arrête pas de se mentir à lui-même tout du long du film, Oui, complètement. euh, C'est l'évolution du parcours de quelqu'un qui pense avoir des certitudes et aussi qui Une pense méthodologie. réussir Ouais. à maîtriser ses émotions. C'est ce qu'il explique tout le long, qu'il ne faut pas avoir d'empathie et qu'il faut faire les choses de manière professionnelle sans réfléchir et qui n'y arrive pas. Et- C'est ouais. l'histoire de quelqu'un qui se ment en lui-même comme tu Exactement, et ne faire que que les contrats pour lesquels tu es payé, alors qu'en fait, le film, c'est un contrat pour lequel il n'est pas payé. C'est littéralement le film. Donc en fait, et d'ailleurs, ça crée, je sais pas si vous avez remarqué, des petits moments un peu comiques. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait involontairement ou pas. Ah mais je pense complètement, que moi c'est je trouve qu'il y a des moments qui sont complètement. comiques, enfin on peut, en fait je me pose beaucoup la question par rapport à ce film, je pense que je n'aurais pas du tout eu le même avis sur ce film si je n'avais pas su qu'il était réalisé par Fincher. pareil. Et ce qui est un peu con parce que, enfin je sais pas, je me dis qu'une œuvre dans un musée par exemple, je devrais pas avoir un avis différent si je sais que c'est Picasso, c'est un peu de la branlette intellectuelle que de donner un avis en fonction du contexte qu'on suppose à quelqu'un. Et en fait moi j'ai passé tout le film à me dire... Ouais mais c'est Fincher, du coup ça peut pas être juste chiant, il y a forcément un sens. Et en fait j'ai passé tout mon film à essayer de trouver le sens et c'est ce qui finalement te fait rentrer dans la tête de ce personnage. Exactement. Pour juste te répondre sur la partie des placements produits, etc. Ouais. Pour moi, ça rappelle un peu Fight Club de Fincher, qui avait été Alors, un des oui. premiers films à faire du placement à la Ikea de Ouais. Taylor Durden, le machin. Avec C'est des vrai, c'était placements génial Ikea, comme qui séquence. pour le coup était, je trouvais, presque plus habile, où là, il s'est pas trop fait chier à mettre du placement Amazon. Ah bah là, on y Et est là. par contre, ouais, on retrouve clairement. des thèmes qui sont assez chers, je pense, à Fincher, qui sont une forme de critique de notre société de consommation. Complètement. Le premier lieu dans lequel le tueur est, c'est WeWork. C'est cette société De coworking, dont on vient ouais. de découvrir Oui, qu'elle avait fait qu'elle est en faillite train de faire faillite, ouais. aux États-Unis. C'est une manière aussi de formuler, j'imagine, une critique de ce monde-là qui s'écroule aussi, puisque ce sont des locaux désaffectés. Enfin, on peut supposer qu'ils sont peut-être en construction, mais j'ai plutôt l'impression que ce sont des locaux désaffectés. Moi, je pense que c'est encore plus insidieux que ça le propos de ce film, mais j'aimerais bien avoir ton interprétation. Si t'en as une, enfin. Sur moi, j'aime mon interprétation qu'on retrouve surtout à la fin, en fait, quand il va justement vers sa cible finale, du coup, la personne qui a commandité Le client. Le client, Ouais. exactement. Et en fait, on voit qu'il utilise un peu comme s'il utilisait tous les placements produits qu'il y a eu avant pour atteindre cette personne. Il arrive quand même à faire une duplication de badge avec des produits qu'il a commandés sur Amazon. Sur Amazon, c'est. Il arrive à ouais. s'infiltrer grâce au livreur Deliveroo, en fait, qui va Et il le livrer. dit pour le coup, Et c'est il le c'est dit, pas oui. d'une extraordinaire subtilité, puisqu'il le dit vraiment, je me rappelle plus des phrases exactes, mais en gros, il dit le monde d'aujourd'hui, on croit qu'il nous protège, et en Mhm. fait, non. Donc, Mais en pour fait, le coup, non, c'est avec pas des caché. choses de base que tout le monde peut acheter, en fait. Oui, tout à Ouais. fait. C'est bizarrement des instruments de protection. Oui, Grâce à oui, des oui. instruments de protection qu'il arrive On peut détruire. de manière extrêmement facile. Et pour le coup, Ouais. je trouve que ça, c'est à la fois subtil et pas tellement subtil, puisque les personnages le disent. Son personnage de fin, il va aller le voir et il va lui dire: ah bah super pour un immeuble ultra sécurisé. Enfin, Ouais, il ouais, n'y a, ouais. pas- il y a c'est pas vrai. une grande Ouais. subtilité dans le fait que c'est finalement facile d'atteindre une cible quand on est tueur de métier. Mais je pense que ça fait partie du propos. Enfin, je sais pas Ouais, si c'est je te ça, laisse de mettre à la continuer. place du tueur, en fait. Comme je disais, ce côté immersif qui essaie de te mettre à la place du tueur, où il va faire tout comme toi. Il va manger au McDo. Bon, quand t'es fan de malbouffe, il va boire. C'est ton ami, hein. Starbucks. Enfin, il fait vraiment tous les produits qui sont placés. C'est des produits que tout le monde ou presque utilise. Quoi. Et justement, c'est ça que je ne trouve vais plus au intéressant. McDo. Pardon? Je ne vais plus au McDo, donc tout le monde ou presque. Ah, ou presque, bravo. Félicitations à toi. Chez Burger King maintenant. Exactement, ils sont bien. Eh ben, je pense que tu vois, le propos que tu viens d'avoir, c'est exactement le même que le personnage de Michael Fassbender a dans le film, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est qu'en fait, c'est un mec qui arrête pas de dire qu'il est en dehors de la société, et il est entièrement dedans. Mhm. Il nous dit qu'il est one of the few, je crois, Mais il le dit clairement. Voilà, il à le la dit, fin, hein. il dit. À la fin, il le dit en fait, il non, dit, en fait, je je suis suis dans la one of masse, the ouais. many, quoi. Voilà. Et en fait, c'est ça pour moi le propos du film. C'est un mec qui se ment à lui-même dans son modus operandi, dans sa philosophie de vie, Mhm. et même dans les valeurs qu'il porte. Parce qu'en fait, à la fin, il fait même partie des riches parce qu'il est dans une villa de ouf Oui, avec sa complètement. nana. Et en tout. fait, quelque part, l'élite, enfin, il préfère être dans cette masse-là tout en étant quand même dans l'élite, mais ça lui a permis d'acquérir le prix de sa tranquillité quelque part. Exactement. Donc en fait, tout ce propos est très intéressant parce que il y a tout ce truc du consumérisme aussi parce qu'il jette beaucoup de choses, il casse beaucoup de choses. Oui. Et c'est vrai, on a vraiment des gros plans là-dessus. Et donc c'est genre pas le pour rien. carton Amazon qui passe pas dans la poubelle, c'est limite révoltant. Mais oui, Quoi. exactement. On est Et- censé trier ceux Oui. Mais oui. Mais d'autant plus que, recyclez-moi partout. d'autant sur plus le que carton. juste avant, il a incarné un personnage qui avait une énorme poubelle de Mais oui, recyclage. totalement. ouais. Exact. C'est une scène, moi j'ai beaucoup
beaucoup aimé. En fait, j'ai vraiment trouvé que le film, c'était un début incroyable et ça descendait petit à petit. Mais alors, cette séquence où il va chez. J'ai pas trouvé que ça descendait. Ah ouais, petit, moi. mais moi j'ai trouvé, en fait, c'est anticlimatique la fin. Enfin, c'est volontairement anticlimatique quand t'as vraiment Oui, le. mais tout le film est une sorte de surprise. Enfin, c'est le. Ouais, mais avouons qu'il y a quand même une plus grande tension dans la séquence avec ses employeurs quand il force la nana à se comment on dit, se menotter. J'ai tout ça. trouvé, si on doit faire des gestes et que c'est la tendance, Moi, j'adore j'ai trouvé faire que ça faisait un petit peu comme ça descendait parce que il y avait un moment où je me disais, mais en fait, quand j'ai compris que c'était pas un vrai thriller, qu'il n'y avait pas vraiment d'action, etc., je suis un peu retombé et je me suis dit, bon, c'est un film, ok, il va falloir que j'intellectualise. C'est pas Gone Girl, quoi, en gros. Ah non, Voilà. non, ah non, Et, clairement, ouais. et donc, il va falloir que j'intellectualise de pourquoi c'est un peu long et qu'est-ce qu'on essaye de me dire, etc. Et au moment où j'étais un peu dans le rythme plan-plan, il y a eu cette scène de combat qui est assez incroyable dans la violence et dans La les scène mouvements de de cam. baston, elle est La scène de incroyable. baston, elle est d'une violence très surprenante, je trouve. Bah, c'est pour John ce Wick film. qui arrive en plein milieu, quoi. Enfin, je trouve Ouais, vraiment. Exactement, exactement, elle est ouais. déconnectée de la réalité. Mais Je crois pareil, qu'elle a c'est été très- plutôt fait en post-prod, cette scène, dans les mouvements de cam, etc. Elle est très travaillée. Et moi, je l'ai Je bien sais aimée pas, parce ouais. qu'elle m'a provoqué un peu ce choc-là de ah, mais on me réveille. Et Oui. puis après, de nouveau, ça redescend un peu. C'est vrai, La ouais. pénombre en plus qui est tellement réaliste, ça fait vraiment la pénombre qu'il y a dans ton appartement quand tu as envie d'être tranquille chez toi le soir. Oui. Tu te dis mais ça pourrait m'arriver quoi. En fait, il y a un énorme travail et Fincher, c'est aussi là, ça rejoint aussi le propos du film, c'est que Fincher, il tient un film qui a un propos presque anti-progrès à certains moments et en même temps, ça a été un ambassadeur du numérique. Un des Oui, premiers complètement. C'est le premier à avec avoir Zodiac. monté sous Adobe Premiere, par exemple. Voilà. Je crois Gone Girl pour le coup. Enfin, Je sais d'avoir pas, été ça, ouais. dans les technologies, d'être en 4K et autres. Enfin, ouais, c'est Et- vrai que c'est un ambassadeur de la technologie. Mais Exactement. depuis Fight Club, on sait que c'est un propos. Enfin, on peut être technophile et critiquer le consumérisme. Je pense que c'est pas forcément anti. Bah ah oui, oui, totalement. Et puis là, justement, pour rebondir sur la pénombre, le numérique permet d'avoir une pénombre que je trouve qui est vachement mieux gérée que la pellicule. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il le maîtrise avec son chef opérateur. Je sais pas si c'est encore Darius Khondji, je crois que ça a toujours été ça. Ça a toujours été le cas. Je crois que je vérifie. Et vous pouvez me dire dans les commentaires, voilà, si vous nous regardez ou nous écoutez. Mais en tout cas, son chef-op, il a très bien géré ça. Par contre, je suis désolé. Je trouve qu'il y a des effets numériques qui étonnamment sont vraiment pas beaux pour du Fincher, notamment des décollages d'avions qui font carton. Oui, c'est vrai. J'avoue que je les avais oubliés, ça m'a pas marqué. Je les m'a pas marqué non acceptais, plus. mais c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs comme ça qui font un peu. En fait, je me suis posé la question si c'est pas un peu la tendance de faire des films pour Netflix et donc du coup, on part du principe que faut mettre moins d'argent dans le réalisme. On peut mettre moins d'argent dans le réalisme des effets parce que les gens les regardent sur des devices qui ne permettent pas d'en voir la Voilà. subtilité. Ouais, ouais. Sauf que la réalité est que j'imagine toi tu l'as regardé sur vidéoprojecteur, moi j'ai Exactement. regardé sur télé 4K. Enfin, Mhm. et donc de fait, on le voit quand même très bien. Il suffit d'être proche de sa télé et en fait, on voit. Bah Et oui. ça, c'est un peu un truc lancinant de quand on produit pas pour le cinéma, il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts. Moi, je me souviens d'une interview de la saison 2 de Stranger Things où les réalisateurs disaient que, il me semble, Netflix leur avait demandé de composer de manière moins compliquée leurs plans. Oui, de faire des plans Ah serrés Ouais, essentiellement, etc. parce que ça va être regardé sur des téléphones, mais ça va être horrible pour un créatif Ouais. Peut-être Peut-être pas, parce que la créativité naît de la contrainte, on l'a toujours dit, donc ça permet sans doute de tester des nouvelles choses, etc. Et ça me permet une parfaite transition parce que, en fait, c'est très marrant parce qu'on dirait qu'on a préparé cette émission et sachez vraiment que Pas on du ne se parle pas avant. On a Et préparé c'est la d'ailleurs technique. Ce qui nous fait la hype de cette émission, c'est de ne pas savoir De pas savoir ce qu'on qu'est-ce va en que l'autre penser. va Tu vois, dire. je suis presque surpris que tu aies bien aimé ce film parce que le dernier dont on avait parlé ensemble était Manque, que j'avais plutôt aimé parce que. Pareil, ça fait réfléchir, mais sans trop savoir pourquoi, tout en reconnaissant que c'était chiant, et t'avais pas du tout aimé en disant, bah là il passe le cap de c'est trop chiant, Ouais. c'est un film qui est trop pour lui, etc. C'est Du ça. coup, je savais pas du tout ce que t'allais penser de celui-là. Bah ouais, bah tu vois, moi j'ai beaucoup apprécié. Alors il y a plein de choses, il y a même ce qu'il raconte visuellement, hein, c'était c'est un personnage carré, première séquence, il est entouré de cadres ce mec. Oui, oui. C'est que des cadres dans des cadres dans des cadres, et on nous dit mais oui, c'est un tout en personnage ayant carré quoi. Une isolation totale, puisque c'est comme une mise en scène de la solitude. Oui. Mais c'est un film qui est très peu dialogué. Quelque Il n'aura chose, jamais d'ailleurs. de tout le film une seule interaction humaine avec qui que ce soit. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est hein. Il d'ailleurs dit même pas assez- merci aux caissières par exemple. Oui, ce genre voilà, de choses. il se barre, etc. Et ça sert vraiment à jeter un froid dans le truc. Et il n'y a pas d'interaction, sauf finalement la seule interaction humaine, ça va être avec le client sur la dernière des séquences. Ouais. Mais sinon, il est froid. Même avec sa meuf, il est très froid. Ah mais oui, ils échangent quasi pas de mots et en Il plus a c'est failli être froide aussi d'ailleurs. Ah oui, exactement. et justement, ça me permettait de rebondir tout ça avec Netflix. Et tu vas voir, c'est marrant parce que tu parlais de Picasso un peu au hasard tout à l'heure. Et en fait, j'ai retrouvé Il y a une pas de interview. Il n'y a pas de hasard. J'ai retrouvé une interview de Fincher qui se comparait un peu à Picasso dans la méthodologie parce qu'on lui disait tu as signé un contrat de 4 ans avec Netflix. En 2020, il a signé un contrat de 4 ans. Il s'est engagé à tourner pour Netflix et à lui livrer des contenus en exclusivité. Alors, juste petit aparté dans l'aparté.
Il vient Netflix et Fincher, c'est une énorme histoire d'amour parce que le premier gros succès de Netflix en production originale, c'est House of Cards. Fincher, Mindhunter 2 saisons et il en a chié lui-même pour sortir les 2 saisons. C'est lui et même Love, Death and Robot, la série animée d'anthologie, c'est aussi lui qui est derrière. Il en a même réalisé un excellent. Il nous a et donc justement en interview, il avait dit je suis là pour livrer du contenu, pour leur livrer du contenu, quel que soit le sens de ce mot, susceptible de leur amener des spectateurs dans ma petite sphère d'influence. Si j'ai signé ce deal Netflix, c'est aussi parce que j'aimerais travailler comme Picasso peignait, essayer des choses très différentes, tenter de briser la forme ou de changer le mode de fonctionnement. J'aime l'idée d'avoir une œuvre, il disait ça à la sortie de Manque. Je vois exactement où tu veux en venir parce que je pense qu'on veut en venir au même endroit. Je pense que ce film cache profondément quelque chose d'autobiographique qui dit quelque chose de son réalisateur. C'est en tout cas la réflexion que j'ai commencé à me faire quand j'ai oublié l'idée que ça allait être un thriller et qu'elle allait me raconter que ça allait être finalement pas un film d'action et que c'était psychologique. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se rapproche de ce personnage dans le réalisateur, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Et ce personnage, on en parlait, il n'y a pas de dialogue, il est très froid, il est à la fois enfermé de cadres, de contraintes, etc., très isolé, et en même temps il porte une vision dès le début du film, on le voit, il y a beaucoup de jeux avec la lunette dans lequel il ressemble beaucoup à cet outil des réalisateurs pour calculer les optiques, etc. Et donc du coup, au bout d'à peu près un quart d'heure, 20 minutes de film, je me suis dit, en fait, oui, c'est un film qui parle, en tout cas pour moi, mais c'est très... Je suis content d'en parler de lui, parce que je sais pas s'il pense la même chose que moi, mais ça fait une semaine que j'ai vu le film et que je me dis, ça se trouve, je suis complètement à côté, mais pour moi, c'est un film qui parle du métier de réalisateur à travers un personnage de killer. Pourtant, c'est adapté d'une BD, etc., donc c'est un personnage qui existe tout déjà, mais je pense qu'il qu'il se l'est réadapté pour expliquer les contraintes qui sont liées à son métier, parce que j'y trouve beaucoup de points communs dans ce métier de réalisateur, qui consiste à... Enfin, il commence le film en disant, voilà, si vous n'aimez pas vous faire chier, en gros, il dit en gros, on n'imagine pas à quel point ça peut être fatigant d'observer et de ne rien faire. C'est le métier de réalisateur d'observer. Et puis, il y a ce côté seul contre tous, méthode et one-shot. Lui, il prépare, il anticipe, il a son regard et on voit qu'il a son monde parce que dès le début du film, il y a une sorte de jeu un peu forcé de musique intradiégétique, extradiégétique. Oui, avec The Smith. Ça se fait pas forcément souvent de manière aussi peu discrète dans un film. Souvent, une musique, elle va être dans les oreillettes, puis après, on va l'entendre dans le film ou l'inverse. Mais là, on le voit, c'est vraiment coupé. Il y a il y a 3-4 successions de plans. Des va-et-vient. On entend la musique pour nous, la musique pour lui, la musique pour nous. Pour lui. C'est vraiment exagéré. Donc, je trouve que ça nous enferme dans l'idée que voilà, lui, il porte quelque chose qui est son monde à lui et qu'il aura qu'un shot pour atteindre sa cible. C'est ce que fait un réalisateur. Exactement, il porte une vision, il va faire son shot et lâcher son film et il faut qu'il réussisse. Et il rate. Et je pense que c'est aussi le parcours de Fincher. Il y a des films qu'il a ratés, ça n'a pas toujours été un succès. Et son histoire avec Netflix intervient après quelques ratages. Et je pense que c'est aussi le parcours de rédemption que peut avoir un créatif ou quelqu'un qui est un perfectionniste, comme l'est Fincher et comme l'est ce qui. Ça, c'est vrai que c'est l'analyse un peu évidente. Fincher, il est perfectionniste, c'est un peu comme Kubrick à l'époque. Et tout le monde a dit The Killer, il est très minutieux et perfectionniste. Fincher aussi. C'est l'analyse, pour moi, c'est l'analyse niveau 1, quoi. Enfin, évidemment. Mais en effet, ça tire plein d'autres parallèles que tu as expliqué avec brio. Mais Arnaud, toi, comment tu as senti le film d'un point de vue justement style fincherien? Est-ce que tu as vu d'autres films Non, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est super intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que je connais pas du tout le réalisateur en tant que personne, on va dire, de comment il est. Et du coup, ça pose pas mal de questions, du coup, ce que vous dites, parce que toute la progression du film, c'est en gros le fait que sa méthodologie, son mantra, s'effiloche petit à petit tout le long du film. Il perd, chaque fois qu'il récite son mantra, il y a des mots qui finissent par disparaître, jusqu'à la fin, il n'en est plus. Et du coup, qu'est-ce que ça dit sur Fincher, justement je pense que ça la dit méthodologie peut-être aussi la petit. difficulté d'être un réalisateur sous contrat, c'est-à-dire d'obéir à des règles sans mettre de l'émotion. J'imagine que quand tu réalises et qu'on te demande de faire quelque chose, tu te dis il faut que je fasse ce qu'on me demande, il faut que je fasse ce qu'on me demande, il faut que je fasse. Il dit vraiment, les mots, c'est pour la personne qui me paye. Exactement. Et ça n'est pas un hasard, je pense, vraiment. Sûr. Et du coup, quelque part, ça trahit l'idée que c'est difficile, je pense, de faire un métier sans y mettre de l'empathie et de rentrer dans les cases, et qu'à un moment donné, la nature de même la personne la plus volontaire, la plus perfectionniste pour faire ce qu'on lui demande, elle souffre du fait de ne pas pouvoir mettre de l'empathie dans les choses. Mais je ne sais pas si c'est la conclusion qu'il voulait avoir, et je ne crois pas qu'il ait validé plus que ça cette théorie. Alors lui, il n'aime pas qu'on trace justement cette comparaison un peu grossière, mais par contre, moi, ça me permet de faire un petit peu de background, parce que toi, Arnaud, tu connais pas très bien son parcours à Fincher, comme peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent. Et en fait, il faut savoir qu'il a quand même commencé en tant qu'assistant caméra sur Star Wars 6.
donc chez ILM en fait dans les effets numériques, parce que lui il aime bien, alors dans son obsession un peu du contrôle, il aime bien savoir ce que chaque corps de métier va faire dans son film, et ça c'est assez intéressant. Mais il a créé aussi Propaganda Film, et c'est pour ça que c'est là qu'on voit un petit côté punk, parce qu'en fait lui il était là pour créer avant tout des clips de musique fin 90, début 2000, et Propaganda Film, il faut savoir que c'est un énorme vivier de réalisateurs, parce que les premières âmes des réalisateurs que je vais vous citer, donc il y a eu Michael Bay, Michel Gondry, Spike Jonze, Alex Proyas, alors qu'on voit plus trop parce qu'il a fait un énorme échec, Zack Snyder, Gore Verbinski, Gore Verbinski, Pirates des Caraïbes. Il travaillait pour lui, c'est ça? Alors en fait lui il a cofondé cette société, et en effet eux ils sont passés par Propaganda Film à un moment de leur carrière pour y apprendre plein de choses et faire leurs premières armes en tant que réalisateur. Donc en fait, tu sais, au début, on hésitait à leur donner des films à ces gens-là parce qu'ils étaient très clippés, très stylés, très stylisés aussi dans leur forme. Mais en fait, on avait peur qu'ils soient pas assez dociles pour la production. Et en fait, oui, parce que c'est vrai que contrairement à... Alors Gondry est peut-être hors sujet dans tout cela, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, un réalisateur, il doit faire ce qu'on lui demande parce qu'il n'est qu'un maillon de la chaîne. Exactement. Et c'est vraiment le mantra de The Killer s'applique complètement à la manière de réaliser aux États-Unis, ce qui n'est pas vraiment le cas en France où le réalisateur est un peu plus une star. Et justement, il a le final cut, et puis on vient souvent le chercher aussi pour son style, etc. Et c'est peut-être un peu en train de se confondre tout ça maintenant, mais à l'époque, en tout cas, c'était beaucoup plus marqué qu'aux États-Unis, on commandait des films à des réalisateurs. Et pour rééquilibrer un peu la balance avec ce que tu as dit, en interview, il a toujours dit que Netflix lui laissait le final cut et qu'il était tranquille avec ça, qu'on l'emmerdait pas. Il lui laisse pour le fichier qu'il a chez lui. Oui, exactement. Non, mais vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont pas chiants avec lui parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont quand même En fait, je pense que Netflix, il devait pas être très content des chiffres de Manque, mais en même temps, il devait pas être trop surpris. Enfin, Manque, c'était pas. On a un peu l'impression qu'ils lui ont offert la possibilité de faire ce film qui, pour le coup, était plein d'empathie puisque c'était le scénario de son père, etc. Donc, exactement. C'était un cadeau offert à ce réalisateur-là, mais je trouve que ça amène aussi à ce sujet-là. Moi, j'avais aimé Manque parce que ça m'a fait réfléchir, mais en même temps, comme on disait au début, ça reste chiant. Et mais merci. Il y a un côté. Je m'interroge là-dessus, mais y compris sur The Killer. Est-ce que c'est pas nous qui... Enfin, je pense qu'il y a une manière d'évaluer les films qu'on devrait revoir, parce qu'on donne des notes, on donne une note au départ, mais en fait, je trouve que un film, comme dans n'importe quelle manière de dépenser ton temps libre, tu as toujours plusieurs manières de dépenser ton temps libre. La plus évidente, c'est le divertissement. L'autre, ça va être peut-être l'ouverture aux autres, par exemple, ou de changer ton regard sur le monde en apprenant des informations. Et typiquement, tu as des films qui sont pas forcément très bien réalisés, mais qui vont être fondamentales dans la manière dont tu vas changer ton point de vue sur le monde, et t'apprendre des choses, etc. T'as des films qui sont pleins d'action, et en termes de divertissement, c'est génial, tu t'ennuies pas une seconde, etc. Puis t'as des films qui cumulent un peu tout ça. Il y a plusieurs manières d'aimer un film, et on peut adorer un film qui n'a rien de particulier dans le génie de la réalisation, mais qui est passionnant parce qu'il est plein d'infos. Et puis à l'inverse, on peut trouver un film un peu chiant, mais prendre du plaisir quand même parce qu'il fait réfléchir, et c'est ça qu'on aime bien. Du coup, je m'interroge beaucoup sur est-ce que j'aime réfléchir comme ça pour rien, parce qu'en fait, ce personnage, on lui a trouvé plein de qualités, plein de trucs, etc. Mais ça reste quand même une petite histoire. Enfin, c'est une histoire sans grands enjeux, c'est un petit personnage, etc. Et en fait, il y a plein de détails, mais je trouve que ça titille notre envie sapio de réfléchir à des trucs sans nous les dire. Et je sais pas si je regarderais beaucoup de films comme ça, malgré tout. Je trouve qu'on a, dans le monde d'aujourd'hui en tout cas, beaucoup plus de facilité à apprécier, à mettre des très bonnes notes à des films divertissants. Et dès que ça fait réfléchir, dès que ça nous oblige à se poser la question de qu'est-ce qu'on a voulu me dire, ça devient tout de suite un peu chiant. Comment tu choisis... Enfin, là, par exemple, on t'a demandé une note sur 5. C'est quoi ton processus de réflexion là-dessus ? Moi, justement, comme je disais, je réfléchis pas beaucoup pendant les films. Je suis quelqu'un qui se laisse vraiment porter, donc c'est une qualité, c'est ce que veut un peu le réalisateur. Enfin, il veut pas que tu sois un légume devant, mais c'est très bien. Ça dépend, j'imagine, des projets, peut-être que des fois. Mais c'est-à-dire, c'est parce que ta consommation est plutôt de films d'action ou parce que... Ma consommation est généralement plutôt de films d'action, justement. Et c'est là que j'ai trouvé que le parallèle était vraiment différent avec The Killer, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on est dès le début dans ce n'est pas un film d'action en fait. On n'est pas dans un John Wick où tout de suite on va passer à l'attaque. On voit qu'il est méthodique, qu'il se passe rien en fait. C'est qu'il est tout seul en fait. On s'attend à un thriller psychologique. Alors on se dit il va falloir que je réfléchisse à la psychologie, mais il est tellement tout seul. Et ce qu'il va faire est tellement évident, c'est-à-dire remonter le film et faire un peu ce revenge movie, qu'en fait
en fait, j'ai l'impression que ce film il surfe sur l'idée que la nature est horreur de vide, le cerveau aussi. Et en tout cas, tu vas peut-être avoir deux types de publics. Des gens qui vont dire c'est chiant, point, parce qu'ils n'ont pas envie de réfléchir. Et puis des gens qui ont horreur du vide et qui vont faire fonctionner leur esprit pour aller inventer des trucs. Ça se trouve, ce qu'on dit, c'est pas du tout ce qu'il a voulu faire. Ou en tout cas, je sais pas pourquoi on y prend du plaisir en réalité à décrypter un truc qui n'est pas vraiment ce qu'on nous raconte. Et pourquoi ne veut-on pas nous le dire, etc. Et peut-être que toi, tu prends pas du tout du plaisir à avoir ce genre d'analyse. Moi, j'ai surtout pris du plaisir à me mettre à la place du personnage, en fait. Et c'est... Depuis, il a tué 3 personnes. J'en ai loupé une, donc 2 personnes. Je me suis vraiment mis à la place du personnage. Peut-être ta dernière émission. Et c'est pas souvent, en fait, qu'on peut se mettre à la place du méchant. Et ce qui m'a marqué, c'est le fait que petit à petit, ce qui permet en fait facilement de se mettre à la place de ce personnage, c'est le fait que petit à petit, le mur qu'il a créé entre l'empathie et lui, il s'effrite et il s'humanise en fait. Et à la fin du film, tu te dis, d'ailleurs c'est la conclusion, que tu pourrais être cette personne-là, sauf que ça fait bizarre de se mettre à la place d'une personne qui, au début du film, va tuer un pauvre petit taximan innocent de sang-froid, pour à la fin épargner la personne qui est un peu à l'origine de tous ces malheurs. Tous merdier. Elle est un peu merdier en fait. À part pour appuyer ce propos-là, effectivement, pour servir la psychologie du personnage, effectivement, sinon c'est incompréhensible qu'il ne le tue pas, alors que tous les autres avaient été beaucoup plus gentils. Ouais, à la fin, il fait juste une petite menace et puis voilà. Mais je pense que c'est ça le parcours, le chemin du héros parcouru dans ce film. C'est vraiment, il s'est peut-être rendu compte que ses principes, il s'est frité. Enfin, je pense qu'il s'en est un peu rendu compte au cours du film, non? Oui, c'est marrant parce qu'il commence vraiment le film en disant il y a, je sais plus, 1,8 million de personnes qui naissent chaque jour, on est 7 milliards et quelques sur la planète, et il y a toutes les secondes 1,8 personnes qui meurent. Donc ce que je fais d'en tuer une ou une autre n'aura absolument aucun impact sur le monde. En gros, il se déculpabilise complètement de ce qu'il fait pour à la fin... trouver finalement du sens de se donner beaucoup de mal finalement pour venir chez quelqu'un dans un immeuble sécurisé et ne rien faire, alors que justement, de son propre aveu, qui n'a pas de vengeance. Oui, c'est ça, qui choisit de ne pas se venger. Pour moi, si. C'est là que je pense qu'il y a un petit twist, c'est que en fait, comme c'est un film sur la société capitaliste qui gagne à la fin, il faut se rendre compte que les 2 seules personnes qui sont pas tuées par le tueur sont 2 riches. 2 ultra riches. Le client et puis le mec au début qui loupe. Ah oui, exact. Et c'est les 2 seuls. Et en fait, c'est vraiment... On peut supposer quand même que le commanditaire, qu'un des premiers qui est tué, l'avocat véreux, est également très très riche. Mais en fait, ça veut dire... Je considère aussi que l'experte... avec qui il a un monologue incroyable. Tu parlais d'humour dans le film. Quand à un moment Tilda Swinton, tu veux dire, le personnage de Tilda exactement, Swinton, et avec qui il est à table, etc., qui boit tous ses rhums, etc., et qui fait un monologue incroyable où elle raconte plein de choses et elle essaye de créer ce dernier moment pour elle-même. En fait, elle se parle à elle-même en sachant très bien que c'est son dernier moment, tout en préparant le fait que ça le soit peut-être pas, mais en gros, elle crée le contexte pour lui faire croire qu'elle est dans ce dernier moment, et puis elle lui dit mais alors pourquoi vous êtes venu alors que vous auriez pu me tuer à n'importe quel moment. Il lui dit pour le plaisir de discuter. Oui, mais ça c'est vrai que c'est super marrant en tout cas, elle est volontairement mise en scène comme étant très riche pour le coup. Oui, alors ça c'est parce que le chef lui prépare tous les plats en espérant qu'elle goûte. Oui, mais c'est aussi une tueuse. C'est aussi une tueuse, oui. En fait, pour moi, ce que je voulais dire, pour moi, ça sert ma théorie c'est le système qui se protège et que on peut le toucher, mais il arrivera toujours un moyen de te gagner à sa cause. Pour moi, c'est ça que veut dire le film. Et tu vois, il a raté de peu sa cible au début. On peut supposer que si on a commandité l'attaque de ce mec, c'est qu'il est au moins dans la politique ou dans quelque chose de très influent dans les affaires. Après, t'as le petit taximan, t'as des tueurs qui donc en fait sont eux aussi à la solde de ce système, donc en fait ça n'a pas vraiment d'impact. Et à la fin, le mec qui représente, je pense, le système. Alors, ok, il y a peut-être ses commanditaires, ses patrons. Ça, c'est une chose. On voit bien que tuer 2 patrons là-dedans, ça change pas le monde des tueurs puisqu'il en reste toujours un à l'intérieur. Mais à la fin, le client, qui en fait est le plus bizarrement, c'est celui qui c'est le coupable et en même temps ça l'est pas vraiment. Mais en en fait. plus, il a la coupable et innocent à la En fait, exactement, c'est même pas, c'est ça. ouais. Et je trouve que c'est assez brillamment fait parce qu'en fait, on nous raconte pas du tout le background de ce personnage, mais par contre, on affiche sur sa télévision d'hôtel des courbes et il est au téléphone. Voilà, on voit que c'est un mec qui a de l'argent. On sait un mec qui a de l'argent, mais en fait, on devrait considérer que c'est un méchant par le simple fait qu'il a de l'argent ou peut-être qu'il a commandité un meurtre. Et en fait, il nous sort un monologue aussi, lui. Enfin, il nous sort une explication qui est moi, je voulais pas vous tuer. Ouais, non, mais c'est ça. DSL, en fait, c'est vraiment.
Justement, est-ce que finalement un peu le twist un peu du truc, c'est pas que si tu veux vraiment changer le monde, faut pas éliminer les gens qui t'embêtent, mais juste ne pas tuer des gens. Ouais, et du coup, ça leur donnera la chance de changer. alors, bon, si juste la morale de ce film, c'est tuer pas des gens, bon, là, on est vraiment au niveau 0, quoi. Alors, là, C'est bon, j'ai dégradé ma note. Je pense maintenant que ce film ne vaut rien. c'est un 2 et encore. Non, mais j'ai l'impression qu'on a quand même fait un petit peu le tour. Moi, je voulais juste peut-être parler on n'a pas parlé de la prestation des acteurs. Qu'est-ce que, je sais pas, Nono, toi, Fassbender, tu l'as déjà vu dans un exercice pareil? Je sais pas. Je crois. Je saurais pas dire parce que j'ai pas vraiment une très bonne mémoire des acteurs et de leurs films. D'accord. Mais du coup, c'est un jeu d'acteurs que j'ai pensé avoir déjà vu quelque part. Et je trouvais du coup que ça lui collait très bien à la peau parce que je pense l'avoir déjà vu jouer comme ça en fait Fassbender? dans d'autres films. Ouais. Ah bah, pour moi, c'est... Je saurais plus dire lequel. Le mec est un androïde. Enfin, en fait, la dernière fois qu'on l'a vu au cinéma, alors sauf vraiment erreur de ma part, mais le gros blockbuster dans lequel il a joué, c'était Alien Covenant, et il jouait un androïde. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait plusieurs films qui jouent un mec dépourvu de sensibilité. toute émotion, ouais. C'est un peu dommage. Ça lui va très bien. Ouais, C'est un des fois peu ce qu'on dit un rôle taillé sur mesure, bah, c'est peut-être ça aussi. Je Bah crois oui. que Fincher a dit que si Fassbender n'avait pas souhaité faire ce projet, il ne l'aurait pas fait et qu'il l'a écrit en pensant Après, à lui. c'est un projet qui traîne depuis le début des années 2000. Ça devait être produit par Brad Pitt et il avait un temps imaginé Brad Pitt à la tête de ce truc et Pitt avait dit je veux pas jouer un personnage aussi dark. Donc ouais, faut différencier peut-être aussi la promo. La promo, hein, tout simplement, Oui. parce que en vrai, moi, ce que je pense au fond de moi, c'est que 5 ans avant, ce film il se fait. C'est pas Brad Pitt parce qu'il a dit non, c'est pas Fassbender parce qu'il était dans un creux, c'est Ryan Gosling qu'on disait c'est lui qui Oui, est c'est monolithique et on l'aurait mis dedans. En vrai, Driver, c'est par ça. exemple, il est exactement comme ça. Dans Driver, ouais, Drive. Drive, oui, pas Drive. Drive, exactement. Oui, non, mais oui, c'est quasiment pareil au final. En plus, il aurait pu faire McDrive vu que c'est dans l'esprit de. On aurait pu avoir Fassbender dans Barbie, tout ça serait. Ah, et là, c'est un multivers que j'ai envie de voir. Trop bien Barbie d'ailleurs, enfin en tout cas c'est mon avis, mais c'est pas du tout la... Mais après, pour le coup, moi, je suis pas assez comédien pour savoir ce qui est difficile à jouer ou pas. J'ai l'impression que il y a une sorte de, il est incroyable dans ce rôle, etc. Ce rôle ne me paraît pas être le rôle le plus compliqué à jouer non plus. Donc peut-être que ça l'est et qu'il y a une infinité de subtilités. Peut-être que le fait de ne pas montrer d'empathie est extrêmement difficile pour un comédien. Néanmoins, je ne considère pas que c'est un rôle qui mérite un Oscar. Non, pour moi, pas du tout. Enfin, je dirais même que c'est l'inverse. Justement, tu en parlais hier de la difficulté de jouer des émotions, jouer la peur, jouer la tristesse. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de jouer une émotion que de jouer la non-émotion. L'absence d'émotion. L'absence d'émotion. Il est en cela aidé beaucoup par la mise en scène en réalité. Ah bah oui, le comédien n'est pas tout seul du tout dans ce cas-là. Il est même porté par la mise en scène, complètement hein. Ouais. et par une ambiance sonore qui est à signaler aussi, qui est vraiment chouette. Alors ouais, je me l'étais noté exactement. Je voulais aussi en parler. T'as tout à fait raison. Je trouve que le sound design est parfait. Même, et d'ailleurs quand je parle de sound design, je parle même de la bande originale, sans parler des Smiths, de Trent Reznor, où vraiment il est allé dans de la destruction sonore. S'il y a de la tension, elle naît vraiment de ça. Exactement ce que je veux dire. Elle est pour moi très réussie parce qu'elle est en décalage. En fait, la bande son porte à elle seule l'idée du thriller, parce que je pense que si on l'enlève, il n'y a plus d'enjeu de grand chose. Ah non, pas non, comme vraiment. dans beaucoup de films en réalité, mais je trouve qu'elle est en léger décalage. Elle est très oppressante par moments, etc. Très travaillée. Pesante, en fait. Il y a plein de trucs qui sont hyper bien trouvés. Moi, j'ai adoré le travail créatif sonore qui a été fait sur ce film. Et c'est quasi organique, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas, il y a ce côté. Tout va bien, t'as cette nappe de basse là et puis d'un coup tout est distordu, tout est cassé. Oui, et puis parfois tu crois que c'est une bande son et puis en fait c'est dans le film quoi. Exactement, ouais. Mais je trouve que ça c'est raccord avec le mec qui a ses idées dans une ligne droite et puis d'un coup ça s'effrite. C'est marrant. Un peu au final comme la méthodologie et le mantra du tueur. Exactement, de The Killer. Ouais, tout à fait. Moralité, ne tuez pas des gens. Sinon vous devrez rendre mal. Si vous voulez avoir une belle piscine, ne tuez pas des gens. Et au niveau de la photo, des couleurs et des images, moi, alors, ceux qui ont le tableau en tête le sauront, moi ça me fait penser à Nighthawks de Edward Hopper. Je vous le montre les copains, c'est un tableau qu'on a beaucoup vu, faites la recherche, Nighthawk, et en fait j'ai l'impression qu'il y a eu, alors j'ai rien lu à ce sujet, mais j'ai tout de suite pensé à ce tableau parce qu'on est dans ces teintes vertes et jaunes, mais très appuyées. Alors il va dans plein de pays et tu as peut-être une dominante de jaune dans un pays et moins dans l'autre, mais je trouve qu'il y a toujours ce travail des couleurs-là. Est-ce que ça vous a plu ? En tout cas, tout sauf neutre, c'est clair. Ah, vraiment pas. Sur l'étalonnage, j'ai pas été jusqu'à décrypter si les couleurs avaient une signification. Je saurais même pas te dire là avec le recul si, vu que ce film est chapitré un peu à l'ancienne, à la Kill Bill, etc. Si chaque chapitre a sa couleur et représente quelque chose. Honnêtement, j'en sais rien, mais effectivement, c'est très stylisé. Moi, je n'avais pas la ref, mais par contre, j'ai trouvé que c'était dans le style de pas mal de films de Fincher, d'avoir quand même un peu une colo, un peu comme ça.
Même un Mindhunter m'a fait un peu penser à ça, même s'il n'y a pas du tout ces styles de couleurs-là, Ouais, dans le côté très épuré, très travaillé, etc. Ouais, justement, je trouve qu'on lui reproche une froideur clinique dans ses images parfois, du bleu Bah là, je trouve métallique. qu'il arrive à Voilà, mettre de elle est la bien vue, froideur du coup, dans. la froideur. Oui, mais Ouais, je trouve que mais- là, pour le coup, Ouais, il n'y a pas de froideur dans la saturation des couleurs. En Mm. fait, c'est comme s'il disait, regardez, j'ai le talent d'être froid avec de la chaleur. Et, Ouais, c'est un peu ça. c'est Ouais, un je peu sais pas, provoque c'est- quand même, quoi. C'est étonnant, ouais. Dernier truc, je pense, avant de se quitter, moi j'ai envie de parler du fait de voir ce film chez soi. Est-ce que vraiment vous auriez préféré le voir au cinéma? Parce que c'est une vraie question. Quand t'es un grand cinéaste, c'est comme un Scorsese, quoi. Enfin, Scorsese, il a sorti son film Killer of the Flower Moon avec Apple TV, mais Apple a choisi de le passer avant tout dans les salles pour une vraie exploitation. Netflix, est-ce qu'il aurait dû faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Je tourne vers toi, Nono. En vrai, je pense pas que j'aurais préféré beaucoup plus que ça le voir au cinéma par rapport au confort de chez moi. D'accord. Je saurais pas dire pourquoi. Mais moi, c'est vrai, ça fait pas. Pour comparer avec Killer of the Flower Moon, ça m'a pas donné une vibe du grand film qu'on va voir au cinéma. Au J'ai cinéma, l'impression que ouais. le cinéma, ouais, mais après, non, je vais peut-être me contredire par rapport à ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que le cinéma, c'est aussi, tu vas passer les films donc pour le public, mais aussi pour les autres producteurs. Ouais. Faire une place au milieu des autres producteurs, là où j'ai D'accord. l'impression que ce film-là n'était pas fait pour ça. C'est-à-dire dans le sens pour se vendre en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Pour mettre ton film sur un piédestal, on va dire. Ah oui, ok, d'accord. Pour dire en plus, je vais pouvoir le présenter Voilà, sur des gros exactement. trucs. Alors, il a été Est-ce sélectionné. que Arnaud est en train d'expliquer que le Fincher est un téléfilm? Mais en même temps, il se propose Ouais. comme tel le Mais Fincher. complètement, Non, c'est ça, le exactement. Vraiment, ça commence comme une série télé, mais encore une fois, Mm. ça renforce notre hypothèse du clin d'œil à Voilà. la Netflixisation de ce type de production-là. Tout à fait. Moi, je pense que j'aurais préféré le voir au ciné. Je Mhm. pense aussi que plus c'est chiant, plus c'est facile à voir au ciné, parce que ça nous aide malgré tout de voir les choses en grand. Et dans un environnement. Même si je pense l'avoir vu dans de bonnes conditions, enfin j'apprécie les deux. Enfin voilà, ça m'a fait. En fait, Netflix ne sortant pas non plus des films de ce gabarit-là toutes les semaines, Ouais, ouais. ça me crée quand même l'événement. Je suis content de payer Netflix, donc je comprends la stratégie de marketing derrière parce que je suis content de payer Netflix pour avoir accès à le Fincher, à tel film, telle série de temps en temps. Donc je comprends complètement la stratégie. Il serait passé au ciné, je pense que j'aurais été le voir au ciné et que Je pense j'aurais aussi. eu à mon avis au moins autant de plaisir. Et moi, ça me manque vraiment de voir du Fincher au cinéma. Et la dernière fois, c'était Gone Girl. Et Ouais. vraiment, enfin, en tout cas, pour moi, je crois pas qu'il ait sorti d'autres films au cinéma entre temps. Ça me manque beaucoup. Bon, ben, messieurs, je crois qu'on a tout dit sur ce, au final, plutôt bon film. On va pas se En mentir. fait, c'est voilà, moi, j'en reste sur mon mantra à moi, ce sera parfois c'est à la fois chiant et intéressant. Une conclusion, Nono? Mon mantra à moi, c'est que oui, parfois, je ne paye pas le ciné. Enfin, si, j'ai le ciné gratuit et j'ai Il commence Netflix hyper mal gratuit. ton mantra. Le Vraiment. mantra est Hyper mal. catastrophique. Pardon, le mantra est catastrophique. Pourquoi aller au cinéma quand on peut l'avoir à la maison? Ok, Il travaille pour Netflix. non, mais c'est... Il McDonald's. travaille pour TF1+. Ah oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, en tout cas la prochaine fois qu'on va se retrouver, nous, ça sera pour parler probablement du Garçon et du Héron de Miyazaki. Alors, si vous voulez pas vous faire spoiler la prochaine fois, je vous incite à le regarder. Et merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Hein. Vous pouvez nous regarder donc sur YouTube et nous écouter sur Spotify. Et ben voilà, c'était Spoiler Alert. À bientôt.